Mes chers compatriotes, l'heure est grave. La France, elle est au bord du gouffre. Alors, dans ces circonstances exceptionnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer mon retour. Voilà. Au cinéma. Hein? Votre retour au cinéma, Nicolas. C'est pas le concours de la petite blague, François. Non, mais c'est pas la petite blague, c'est votre retour au cinéma dans un film. Souffrez de m'entendre. Je vous entends, je souffre, mais Oui. dites-le, c'est votre retour Je au l'ai dit, cinéma. généralement, je fais ce que je dis, je Non, dis vous ce que l'avez je pas fais. dit. Non, vous l'avez pas dit. Vous n'êtes pas mon professeur, je suis pas votre Vous élève. n'avez pas à me dire qui je suis ou qui je... Vous n'avez pas dit Je l'ai dit, votre c'est un retour mensonge. au cinéma C'est un mensonge. dans une C'est fiction. une calomnie. Vous ne êtes l'avez un pas petit dit. calomniateur. Nicolas, Je vous sais ne ce l'avez que vous je l'avez dis. pas dit. Je sais ce que Vous ne l'avez pas dit. Votre retour au cinéma. Vous savez, pour être président, faut être calme. Et en attendant le duo Hollande-Sarkozy sur grand écran au cinéma, on l'aura compris dans un film d'Anne Fontaine, Président. Ils seront joués par Grégory Gadebois et Jean Dujardin que vous venez d'entendre. Les deux anciens présidents sont les héros du ministère secret. La nouvelle bande dessinée À deux mains de Johannes Farr et Mathieu Sapin, ministère obscur dont ils sont devenus membres, ces deux anciens présidents, deux agents au service de la France. Bonjour vous. Bonjour. Bonjour Mathieu Sapin. Un président nerveux et un président normal. Est-ce que ça fait deux bons héros? Ah, c'est parfait. Oui, c'est un duo. En fait, cette bande dessinée, on peut utilise les codes et les ficelles des films de duo, comme on dit, les buddy movies en bon américain. Et c'est vrai que Sarkozy et Hollande fonctionnent très bien ensemble, finalement. Et d'ailleurs, c'est un hasard, mais le film d'Anne Fontaine résonne avec ça. Ouais, comme quoi ils sont très à la mode, ou Oui. en tout cas ils inspirent beaucoup ces deux anciens présidents. C'est marrant d'ailleurs de les avoir réunis ensemble. Pourquoi? Et je pense, Johan, comment dire, on se connaît bien, Johannes Farr et moi, et ça fait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Et je ne sais pas comment ça lui est venu. Moi, je pense que les bandes dessinées documentaires que j'ai pu faire par le passé sur la politique, sur l'Élysée, etc., ont dû l'inspirer. Il s'est dit, là, j'ai un personnage, donc mon personnage, moi-même. Donc il va l'utiliser et tirer le fil en utilisant donc c'est un peu comme des marionnettes de bébé de show, mais avec un fond de réalisme. C'est que vous êtes souvent, vous, en immersion, embarqué avec vos sujets. Ça a été le cas notamment, vous l'évoquiez, on y reviendra, dans des bandes dessinées où vous exploriez les coulisses du pouvoir, du palais de l'Élysée notamment. Ici, donc, François Hollande et Nicolas Sarkozy font équipe pour résoudre quoi? Pour comprendre quelle affaire? Quel mystère? C'est une bande dessinée qui joue beaucoup sur j'allais dire cette mode, mais c'est pas une mode malheureusement, mais sur le complotisme. Et donc, on a décidé avec Johan d'ouvrir grand la porte aux théories les plus folles et donc les vraies menaces que combat le ministère secret sont évidemment les reptiliens, les attaques de ninjas, les ovnis, et voilà, les vrais problèmes, ceux dont on ne parle pas vraiment. Et ils vont tenter d'en venir à bout. Ils vont donc faire duo, tous les deux. François Hollande va finir par se parer d'un costume de super-héros, et il faut dire qu'il a plutôt la superbe dans ce costume-là. Slip blanc, là on n'est pas de retour au slip rouge, mais l'ensemble est quand même dans ses couleurs bien connus des héros de Marvel. Et il retrouve aussi un peu d'ailleurs les traits d'un de vos premiers personnages, Mathieu Sapin, super Murgeman, qui se peintait à la bière, on ne l'a pas oublié, et avait tendance à vomir sur ses adversaires. La référence aux comics américains, elle est partout pour vous. Et c'est aussi de là qu'est né en partie votre dessin, Mathieu Sapin. Alors je parlerai plus de syncrétisme de comics et de BD franco-belge, parce que nous on a essayé vraiment de faire une synthèse, comme le dirait Hollande, de nos différents des goûts qu'on peut avoir. En effet, pour la BD américaine et aussi les comics plutôt moi je préfère les comics des années 50, 60, ceux de Jack Kirby, et la BD plus proche de nous, comme je pense au Tardy, au Adèle Blanc-Sec de Tardy, ou même Blake et Mortimer. Dans l'album, il y a beaucoup de récitatifs avec une action qui est commentée à la troisième personne, comme dans les BD de Blake et Mortimer, et ça
Voilà, c'est vraiment un album qui joue sur ces différents codes. Et qui joue aussi sur toute une littérature liée à la guerre froide. On retrouve aussi du John le Carré franchement remanié, Ouais. en un peu plus manichéen, mais avec nos acteurs, nos hommes politiques d'aujourd'hui, dont Donald Trump, qui fait une apparition avec Poutine dans cette bande dessinée, et puis des grandes figures d'aujourd'hui, l'incontournable, l'iconique Greta Thunberg, Ouais. qui méritait aussi de figurer dans ces pages. Oui, ça parle de l'époque, c'est-à-dire que, en effet, il y a un côté un peu feuilleton à l'ancienne, mais qui parle d'aujourd'hui. Alors, ce qui est fou, c'est que ça parle même de pandémie, alors qu'on avait écrit l'histoire il y a un peu plus d'1 an. Donc, quand on voit la réalité arriver, c'est toujours un peu troublant. Mais on a pris un chaudron dans lequel on a mis tout ce qui nous faisait réagir, aussi bien sur, alors je sais pas, je cite pêle-mêle, Johan parle de la baisse mondiale du QI, les explosions au gaz dans Paris, tout ce qui... C'est Johan qui écrit, hein, moi je suis avant tout le dessinateur, mais tout ce qui, tout ce qui questionne notre société, on met ça là-dedans, et c'est comme un espèce de shaker, et on fait ça donne ce résultat. Ouais. Voilà, vous les avez racontés, Mathieu Sapin a évoqué, on n'a peut-être pas assez dit ou redit, Johan Sfar dans cette aventure au scénario, vous, Mathieu Sapin, au dessin, complémentarité dans le récit et l'imagination de cette histoire, de ce ministère secret. Vous vous êtes appuyé sur votre propre expérience, votre connaissance aussi des lieux de pouvoir, et de là peut-être aussi avez-vous ramené certains documents confidentiels que vous avez piqués dans les tiroirs de l'Élysée, ou d'autres, des conversations prises à l'insu d'anciens présidents. On en écoute un extrait. Qui connaissait? Moi, je l'ai dit, qui pourrait le convouloir? Moi, je ne peux pas vous sur ce terrain-là. Comment voulez-vous que nos concitoyens comprennent quelque chose? Tant que c'est pas annoncé par la télévision, c'est pas encore vrai. Je souhaiterais que la France soit aujourd'hui... La France a le même projet. Ne me détourne pas de l'objectif que je me suis fixé. Il n'y a pas de problème. Le monde t'attend. C'est pas mal. C'est un peu... Le micro est assez loin, mais on aura reconnu Nicolas Sarkozy quand même. Oui. Comment vous êtes procuré ces enregistrements? Non, mais c'est amusant d'entendre ça comme ça à la radio, parce qu'on a l'impression de retrouver justement les feuilletons radiophoniques. Moi, j'écoutais, je parlais de Blake et Mortimer tout à l'heure, quand j'étais gamin, j'écoutais le Mystère de la Grande Pyramide, j'avais le 33 tours, et c'est tout à fait cette ambiance-là. Mais non, ce qui est Et bizarre... ne parlez pas au passé, ça continue. Les fictions de France Oui, c'est vrai, Culture. mais pas les 33 tours, c'est plus rare. Mais c'est vrai. D'ailleurs, le ministère secret serait super en feuilleton radiophonique. Voilà, le message est passé. Voilà. Oui, non, ce qui est étonnant dans le cas de cette bande dessinée, c'est qu'en effet, Johan utilise un matériau réaliste qui est mon personnage, puisque, vous l'avez dit, j'ai suivi de près les lieux de pouvoir. J'ai passé 2 ans à observer la vie à l'Élysée. J'ai suivi 2 campagnes présidentielles. Et après, il va extraire ce matériau réaliste pour développer une espèce de comédie complètement déjantée, quoi. La question de la réalité, de la vérité, elle est au cœur aussi de cette bande dessinée. On l'entend dans cet extrait, ce vrai faux extrait, parce que vous vous êtes aussi donc amusé à faire le son en plus de l'image et du scénario. Tant que ce n'est pas annoncé à la télé, ce n'est pas vrai. Oui. Fiction is often the best fact, disait Faulkner. On est vraiment là-dedans, cette idée du vrai, du faux, la fiction qui est souvent le meilleur fait, au plus près de la réalité, pour vous aussi, Mathieu Sapin. Pour moi, pour avoir observé donc, beaucoup, pour avoir fait beaucoup de bandes dessinées sur le réel, j'arrive pas à m'en défaire, parce que le réel est tellement plus fort, plus inventif, plus inattendu que ce qu'on peut imaginer. C'est très difficile de lutter pour être plus malin. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, le mieux, c'est de tout simplement jouer avec ça et d'utiliser, de déformer le réel et de jouer sur ces impressions de vrai-faux. Et c'est vrai que c'est très amusant. Alors après, on brouille les cartes et on est typiquement dans l'actualité de ces contre-vérités, des fake news. C'est vraiment le matériau
rêvé pour faire une fiction comme ça. Et l'une des marques de cette époque pour vous, Mathieu Sapin, contacté pendant son sommeil au début de l'histoire, François Hollande vous appelle pour constituer une équipe avec des personnes de confiance. Vous le disiez, cette fois-ci, dans cette bande dessinée, vous n'êtes plus un genre de Tintin reporter, mais bien le héros, malgré vous, d'une fiction fantaisiste et secret défense. Où est-ce que vous avez fait connaissance, tous les deux, François Hollande et vous? C'était pendant la campagne présidentielle de 2012? Exactement. Moi, je sortais d'une bande dessinée d'observation sur Libération, le journal, et à l'issue de cette BD, Libé m'a proposé de suivre la campagne. Au début, j'ai commencé à suivre un peu tous les candidats, donc on était en fin 2011, début 2012. Et puis assez vite, je me suis dit, pour aller... Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les choses vraiment de l'intérieur, être, comme on dit en bon américain, insider. Et donc, j'ai demandé des autorisations pour observer la campagne, l'équipe de campagne de François Hollande. Autorisations qui m'ont été accordées, au début un peu timidement, puis après, voilà, les gens s'habituent. Et je me suis rendu compte qu'une des armes que je pouvais avoir à ma disposition, c'est le temps. C'est-à-dire prendre le temps qu'il faut pour que les gens s'habituent à vous et se méfient plus. Et si bien qu'au bout d'un moment, le naturel revient et je peux vraiment raconter les choses de l'intérieur comme elles se passent. Et la BD se prête vraiment à ça parce qu'on peut à la fois donner des impressions personnelles, être très descriptif et aussi protéger les sources par moment parce qu'il faut aussi parfois faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Mais tout en étant au plus proche de la vérité. De cette expérience et de cette fréquentation, ce compagnonnage entre le président et vous, sont nés 2 albums, Campagne présidentielle puis Le Château. En aparté, vous l'aviez rencontré, vous, le chef cuisinier, Guillaume Gomez. Oui, bien sûr. Vous avez appris qu'il quitte les cuisines du Palais présidentiel après 25 ans à l'Élysée. 95 000 repas concoctés pour des chefs d'État. À l'Élysée, on n'y mangeait pas si bien, disent les mauvaises langues aujourd'hui, qui voient plutôt une exfiltration qu'une promotion dans ses nouvelles fonctions de représentant personnel d'Emmanuel Macron pour promouvoir la gastronomie française. C'est pas sympa. Vous avez testé, vous, les cuisines de l'Élysée? On y mangeait bien ou bien? Extrêmement bien. Ouais. Non, après, je sais pas pourquoi. Des gens qui disent ça. Non, surtout que c'est pour le coup, la gastronomie à l'Élysée, c'est vraiment un des atouts majeurs pour les négociations. Quand il y a des chefs d'État étrangers, etc., on les reçoit très bien en général. Vous avez passé du temps, vous, dans toutes les pièces, dans tous les recoins de ce palais, peut-être un peu moins dans le bureau présidentiel. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors c'est marrant parce que lui, Guillaume Gomez, il a raconté, ce chef cuisinier, qu'il a un de ses plus grands souvenirs sous Hollande, ça a été sa rencontre avec la reine d'Angleterre. Avec tout ce qui se passe, Mathieu Sapin, aujourd'hui, entre Harry et Meghan et le palais de Buckingham, vous auriez-vous envie d'aller enquêter par là? Est-ce que ce palais-là vous intéresserait aussi? J'ai pas tellement de fascination pour la firme, comme les appellent. Pour la firme, mais après, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment c'est en vrai. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'humain et voir comment les gens se comportent en dehors du champ médiatique. Donc ça, oui, ça m'intéresserait. Mais la reine, le dîner avec la reine d'Angleterre, j'y étais, je le raconte dans ma BD Le Château, et c'était assez drôle parce que on voit tout d'un coup une petite mamie arriver, et là, on se croirait justement dans Tintin, le sceptre de Tocard, c'est-à-dire c'est comme un bal avec tout le monde a mis sa plus belle robe. Et ça, moi, ça m'amuse toujours parce que tout ça, c'est quand même du théâtre, quoi. C'est vraiment de la mise en scène et on se prend très au sérieux dans ce genre de circonstances. Du théâtre et de la communication, ce que vous racontiez aussi dans Le Poulain, cette communication permanente qui brouille aussi souvent les messages. Vous avez donc été, comment vous disiez, en immersion. En immersion. Et les Anglais disent aussi embedded. Embarqués dans cette aventure du pouvoir pour différentes bandes dessinées que vous avez réalisées. Le gonzo journalisme, cette mise en scène de soi. Vous avez réalisé le journal aussi d'un tournage du film Gainsbourg, vie héroïque, où vous avez fait plus ample connaissance encore avec Johan Sfar, votre compère sur cette bande dessinée. Le quotidien aussi d'un grand quotidien, Libération. Puis vous avez été dans l'ombre de Gérard Depardieu, ou plutôt dans ses traces, dans ses pas. La campagne de François Hollande, on l'évoquait, ses premières années de mandat. Et vous avez donc, après tout ça, une longue expérience de la BD reportage. Je voudrais qu'on écoute les mots du journaliste Philippe Manœuvre à propos de l'auteur de Las Vegas Parano, le pape du journalisme gonzo, Hunter S. Thompson, en immersion, lui, avec les motards des Hells Angels, ce gang de bikers, c'était dans les années 60.
il perdra pas son identité. Il nous explique que déjà, il prend une moto anglaise pour bien mettre la distance avec un club de motards où tout le monde roule en Harley. Enfin, c'est vraiment le cheval de fer des bikers. Et donc Hunter, lui, reste sur une moto anglaise pour marquer sa différence, pour marquer qu'il est un journaliste, pour marquer qu'il reste en immersion avec eux, mais très vite, les types vont se mettre à partager sa vie, se mettre à partager leur vie. Puis, à un moment, il se croit totalement intégré, quoi. Voilà, il est le chef, il est Hunter Thompson, il contrôle bien, c'est ses potes, Sonny Barger, etc. Jusqu'au soir où il va dire le mot de trop, et là, ils vont le fracasser et presque le tuer. Et il y en a un qui dira non, arrêtez, laissez-le, casse-toi. Il est rejeté par le groupe de rebelles. Et il comprend que voilà, il restera à tout jamais l'outsider magnifique, quoi. Lui, il sera le rebelle des rebelles, quoi. Voilà, il ne sera pas intégré, même la lie de la planète veut pas de lui, quoi, finalement. Et puis il a oublié un certain nombre de règles, il va se les rappeler sur la route de l'hôpital. Voilà, il a confondu, il s'est pris pour, voilà. Voilà, le mot de trop. Ah oui. Ouais. Et il s'est fait casser la gueule, comme le raconte Philippe Manœuvre dans cette aventure, cette immersion avec le gang de bikers pour Hunter S. Thompson. Il vous est arrivé, vous, Mathieu Sapin, de confondre, de vous être pris pour, de vous rappeler qu'il était peut-être nécessaire de rester toujours l'outsider? Ouais, c'est très bien vu ce que dit Philippe Manœuvre. Moi, j'essaie de suivre un peu la carrière là, je lis une biographie sur Hunter Thompson, et la différence avec moi, c'est que moi je suis plutôt timoré, alors que lui c'est un malade, hein. Il est vraiment, il y va à fond, il est très provoque, mais cette question de savoir si on se prend pour, c'est une question très juste, parce que quand on observe un milieu pendant longtemps comme ça, moi je sais par exemple à Libération, je me déguisais en journaliste, c'est-à-dire que je mettais des Clarks et puis des vestes en velours, ou quand j'étais à l'Élysée, je mettais un costume cravate, ce qui n'est pas du tout mon habitude, mais pour que les gens s'habituent à vous, et d'ailleurs il y a même des gens au bout d'un certain temps à l'Élysée qui me demandaient dans quel service je travaillais. Donc il y a ce côté un peu agent secret, un peu... Et on peut s'y perdre, et on peut en effet tout d'un coup croire qu'on est un acteur de ce milieu. Alors que moi, je préfère vraiment la position de l'observateur plutôt que de l'acteur. Et j'essaye toujours de m'approcher le plus près possible de mon sujet, et sans me perdre totalement, mais c'est une lutte permanente. Parce qu'il y a cet échange humain. Quand on parle avec d'autres personnes, il y a une fascination, il y a un intérêt. Enfin, on ne peut pas s'intéresser à un sujet sans créer de l'empathie, quoi. Est-ce que là, dans cette fiction, dans la satire, dans le fantastique, vous vous sentez vraiment vous? Alors là, c'est un exercice encore plus bizarre, puisque c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas moi qui écris, c'est Johan écrit mes aventures. Et en plus, il me donne... Mais c'est vous qui vous dessinez. Mais je me dessine, mais en plus, Ouais. Johan me donne des chapitre par chapitre. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et si je veux savoir la suite de mes aventures, je dois dessiner les pages que Johan m'a données. Donc moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a justement un espèce de lâcher-prise où je suis totalement dans des questions de dessin, et puis je me préoccupe pas de... Enfin, c'est très curieux comme sensation. Voilà, et le vous, vraiment vous, c'est des chaussettes rouges quand même, hein, dans la vraie vie. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai quand même le poste aussi de costumier, de décorateur. J'ai un peu le contrôle. Voilà comment se relooker. Johan Sfar est donc le complice de ce nouvel album, Le Ministère Secret, Héros de la République. Le tome 1 vient de paraître chez Dupuis. C'est un vieux compagnonnage, mais c'est la première fois que vous travaillez directement ensemble avec Johan Sfar, et travaillez à deux directement. Vous l'avez déjà fait avec Emmanuel Guibert, avec Christophe Blain. Là, comment c'était? Vous allez nous le dire, mais d'abord, on écoute Johan Sfar. C'est un médium qui est étrange, parce qu'il charrie toujours son souvenir de récit jeunesse ou de nostalgie. Il procède, à mes yeux, d'un système de lecture infiniment complexe. Les auteurs de bande dessinée sont les premiers à dire qu'ils n'y comprennent rien. Et c'est tout le paradoxe des bandes dessinées, c'est que c'est insondable de complexité et de poésie, et lisible par un enfant. Je ne vois pas ce qu'on peut rêver d'autre comme véhicule pour entrer et en littérature et en narration. En tout cas, j'ai jamais eu pour ambition de faire autre chose que ça. Et pratiquer d'autres disciplines, pour moi, c'est renforcer mes bandes dessinées. C'est les faire dialoguer. Maintenant, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on écrit, je ne sais pas comment on dessine, je ne sais pas comment on filme. Quand j'ai dû réaliser mon premier film et qu'on m'a dit mais est-ce que tu vas être un bon cinéaste? J'ai juste répondu que ça faisait 20 ans qu'on me disait que j'étais un mauvais dessinateur, donc je pouvais aussi essayer de faire des mauvais films.
Vous, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire, que de faire des pas de côté, aller Ouais. vers autre chose, des films, d'autres types de collaborations artistiques. Ça vous permet moins de nourrir votre dessin que de vous échapper un peu de ce médium qui est votre premier outil Mmh. d'expression, enfin, le premier lieu d'expression plutôt. Oui, alors, c'est vrai que j'aime beaucoup sortir de mon atelier. Mes bandes dessinées de reportages justement permettent ça, c'est-à-dire que je suis très nomade quand je suis des sujets, je voyage, je vais voir beaucoup de choses qui alimentent mes bandes dessinées. Et après, la question du cinéma et puis d'autres disciplines, c'est plus des occasions qui... Moi, j'ai beaucoup de mal à dire non, c'est-à-dire que quand on me propose quelque chose qui est nouveau, attirant, intéressant, je me dis pourquoi pas, essayons. Et j'ai la chance de pouvoir être... En fait, un des biens les plus précieux que j'ai, c'est la liberté, c'est-à-dire de faire ce qui me plaît, ce qui me chante, et je suis très conscient de ça, de la chance que j'ai, de pouvoir gagner ma vie tout en essayant des choses et en m'amusant. Gagner votre vie, on va voir à quel point, parce que c'est une question qui pose problème aujourd'hui pour nombre d'artistes, auteurs, moins celle de savoir comment gagner sa vie, quoique, que d'obtenir aussi un statut, une reconnaissance. Légitimité, tac, tac, tac. Unité, tac, tac, tac. France Culture, Efficacité, la grande table, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Olivia Gesbert. Avec le dessinateur, auteur Mathieu Sapin, passons du ministère secret au ministère de la Culture. Parlons un peu de vous, amis de la bande dessinée. Après un festival d'Angoulême mouvementé l'année dernière, après un festival d'Angoulême repoussé à l'été cette année avec menace de boycott, l'exécutif s'était engagé à revoir le statut des auteurs de bande dessinée. Or, le ministère de la Culture, pour certains aujourd'hui, n'est plus leur ministère. C'est ce qu'a rapidement mis en ligne le dessinateur et scénariste Lewis Trondheim, une vidéo où il claque la porte et rend sa médaille de chevalier des arts et des lettres. On écoute un extrait. Alors, le ministère de la Culture a missionné des experts il y a plus de 2 ans pour évaluer la situation des auteurs en France et on a résulté un rapport, le rapport Racine, qui proposait plein de choses pour que les auteurs puissent enfin avoir droit à un statut professionnel, parce que les auteurs ne sont pas considérés comme des professionnels. Le rapport Racine a été enterré totalement. Nous, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de vacances, on ne demande pas de privilèges, on demande juste à ce qu'on ait un statut professionnel de façon à pouvoir avoir les fruits de ce pourquoi on cotise. Je ne dis pas ça pour moi, parce que moi, limite, je pars à la retraite dans 7 ans, donc c'est pas très grave. Mais je dis ça pour 270 000 personnes, des cinéastes, des sculpteurs, des dessinateurs, des plasticiens, des écrivains, des photographes, etc., etc. Rien n'est fait depuis très très longtemps, et le ministère de la Culture n'aide pas les auteurs, et moi, le ministère de la Culture, pour moi, ce n'est pas mon ministère, donc je vais lui rendre ma médaille que j'ai eue de chevalier des arts et lettres. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il s'est filmé. Elle est repartie par la poste, cette médaille de Lewis Trondheim, Mathieu Sapin. Juste pour rappeler pour l'auditeur, il y a eu effectivement cette mission Racine qui était chargée de faire des propositions pour lutter contre la précarité des artistes-auteurs et qui plaidait pour une véritable reconnaissance, pour un statut de professionnel. Mais le rapport vient d'être enterré, on l'a appris, et ce sera peut-être pas le premier. En lieu et place, l'annonce de mesures pour revaloriser durablement la place des auteurs par l'Élysée et le gouvernement, des discussions qui ont pourtant eu lieu aussi sans les auteurs, et une rallonge de 22 millions pour les fonds sectoriels d'urgence. C'est déjà ça, mais c'est pas assez. Est-ce que vous ressentez la même colère face à l'absence de dialogue qu'il y a eu les dernières semaines, les derniers mois sur le statut des auteurs-artistes ? Oui, c'est la question de la reconnaissance et comme le disait Lewis, de créer vraiment un statut de professionnel. Et c'est ça qu'on ne comprend pas bien pourquoi ça bloque. Moi, j'avoue que le ministère de la Culture
on est dans un pays qui justement s'enorgueillit d'avoir des artistes, d'être très comme ça, de promouvoir les arts, et en même temps, on sent bien qu'il y a une incompréhension, et on a l'impression que le ministère de la Culture aujourd'hui, enfin depuis même pas mal de temps, essaye de gérer, alors que à une époque, le ministère de la Culture a été une instance qui proposait qui avait une politique beaucoup plus courageuse. Je pense notamment on va fêter cette année les 40 ans de la loi Lang, de la loi du prix unique du livre, qui a permis de sauver les librairies indépendantes, et donc les auteurs, qui a permis à beaucoup d'auteurs justement de pouvoir continuer à faire leur métier, sans quoi on serait aujourd'hui dans la même situation que beaucoup d'autres pays qui n'ont plus vraiment de librairies comme ça. Et donc aujourd'hui, on a besoin de ça, d'une politique vraiment courageuse qui assume et qui dit haut et fort qu'on veut accompagner les artistes, et on est un pays qui est à la pointe pour ça, et c'est pas le cas. La mobilisation va donc continuer. Oui. Art et politique ne font pas toujours bon ménage, c'est ce que vous racontiez dans une autre bande dessinée, Comédie française. Merci beaucoup. Mathieu Sapin, Le Ministère secret, vient de paraître chez Dupuis, à 4 mains ou à 2 mains. Tout dépend comment vous travaillez avec Johan Sfar. Dans Un dessin pour la grande table, où vous représentiez la goutte au front, vous avez passé un mauvais quart d'heure. Ça a été finalement, non ? Oui, c'est toujours le direct, c'est toujours un peu plus impressionnant. Ouais. Et vous me représentiez avec 10 ans de moins, en train d'écrire mes questions ou de prendre des notes. Erreur factuelle, vous avez remarqué, tout était écrit d'avance. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.